Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir si nombreux, si nombreuses en cette chaleur un dimanche après-midi. Pour ça, déjà, un grand merci. On attend notre dernière intervenante, mais intervenante d'ailleurs. On va commencer, elle va nous rejoindre en cours de route. C'est Alessandra Montagne, le petit quart d'heure de retard à la brésilienne qui va bien, quoi. Mais bon, on aura suffisamment de choses à dire en l'attendant. Elle arrive, parfait. Elle va faire son entrée de star. Je voulais introduire la conversation. La voilà, Alessandra Montagne, sous vos applaudissements. Prends place, allez. Voilà, Alessandra. Ok, donc lorsqu'on choisit de faire de la cuisine son métier et qu'on se voit couronné de succès, il faut être à la fois jongleur mais aussi équilibriste pour naviguer entre vie pro, vie privée, pour rester authentique tout en restant dans la course, pour garder en sincérité à l'heure où chaque mouvement est passé au peigne fin. Faut-il être sage comme une image pour la maîtriser, cette image qu'on renvoie ? Ou faut-il tout envoyer valser et s'écouter quoi qu'il en coûte ? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec mes trois invités. Alessandra Montagne, chef des restaurants Nosso, Tempero et Dana. Guillaume Sanchez, chef du restaurant Nezo. Camille Brachet, enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences en sciences de l'information et communication à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Et fondatrice aussi du podcast Ceux qui nous lient. Merci à tous les trois d'être avec moi aujourd'hui. On a 45 minutes ensemble. On aura quelques minutes de questions à la fin. Donc, gardez bien en tête vos questions pour les invités. C'est l'occasion de les poser. On a aussi Vigo sur scène. J'ai oublié de le présenter, qui est quand même présent. Donc, bienvenue, Vigo, qui a l'air captivé par complètement autre chose que je comprends. Ok, tous les trois, ce qui vous connecte, c'est, pour faire une première introduction, ce qui vous connecte, c'est votre rapport au livre de cuisine et au fait que vous en avez... donc pour tous les deux publiés. Camille, tu étudies aussi cette question du rapport au livre pour les chefs. Guillaume, tu en as publié 3. Alessandra, tu as sorti ton premier en mars. Et donc Camille, tu as un projet d'ouvrage à propos des livres de chefs. À l'heure du numérique, pourquoi cet attachement encore vif au papier ? Qui veut prendre la parole ? Pourquoi écrire des bouquins en 2023 ? C'est une très bonne question. Pour l'amour de l'objet, je pense. Moi, j'aime les bibliothèques, j'aime les bouquins, j'aime le papier, j'aime l'odeur des livres. Du coup, j'y attache beaucoup d'importance, tout simplement. À l'objet vraiment papier, l'objet qui reste quelque chose dont on est fier. Exactement, c'est un truc que tu peux pas swiper, c'est un truc qui reste, c'est un truc que tu peux relire. En cas d'effondrement du numérique des réseaux sociaux, ton livre sera toujours là alors que ton compte Instagram le sera pas. Exactement. Alessandra, pour toi, le livre, l'objet livre ? Moi, l'objet livre, c'était... je voulais quelque chose d'écrit, en fait. Je voulais laisser... Est-ce qu'on entend Alessandra ? Vous m'entendez ou pas ? On va augmenter le micro ou alors je vais vous prêter. Vous m'entendez ? Merci beaucoup. En fait, d'ailleurs, merci à tous d'être là, à nous écouter. C'est super gentil. Merci pour votre présence. Et moi, l'objet livre, je voudrais un support pour écrire en fait mon histoire, écrire tout ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, c'était très bien écrit par Lorraine, qui a su transmettre... Bon, je voulais pas mentionner ça, mais bon, c'est raté. Qui a réussi à transmettre mon histoire avec beaucoup de bienveillance et de légèreté. Je l'ai fait pour mes enfants, parce que dans les secrets de famille, c'est le fait aussi qu'on n'en parle pas à nos enfants de ce qui nous est arrivé. On a l'impression que c'est comme si c'était normal, c'est comme s'ils savaient, c'est comme si il n'y avait rien à dire. Mais en fait, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Et dans le silence, parfois, ça peut être criant. Parfois, le silence peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, je voulais l'écrire, le dire, très clair pour que mes enfants sachent, pour qu'il n'y ait pas de secret, justement... par rapport à des choses que j'arrive pas à m'asseoir et raconter, en fait. Donc voilà, pour moi, c'était ça. Et la cuisine, les recettes, c'était juste un prétexte. Je n'ai pas fait un livre de cuisine dans le sens livre de cuisine. Ça peut avoir un côté thérapeutique presque, c'est ce que tu observes aussi, Camille ? Ce qui est intéressant, et c'est ce que vous venez de dire tous les deux, cette volonté de retourner au papier, c'est la trace, l'archive qui reste quelque chose. Et c'est aussi marrant parce que j'ai discuté par exemple avec Manon Fleury,
et qui expliquait qu'elle, à partir du moment où elle avait eu ce projet de faire ce livre, elle avait dû écrire ses recettes et que finalement les recettes écrites, elle les avait pas. Elle avait des notes, elle avait tout un tas de choses éparpillées et que faire le livre, c'était l'occasion de poser sur le papier et d'avoir un objet avec ses recettes qui peut circuler, etc. Donc ça, c'est pour la question des recettes. Après, l'histoire du numérique, c'est aussi intéressant parce que finalement, le numérique, ça va très vite, il faut publier tout le temps. Et le livre, à l'inverse, ça s'inscrit dans un temps long où, pareil, il y a une réflexion, ça prend du temps de faire un livre, on est moins dans l'immédiateté, on réfléchit plus ce qu'on dit, ce qu'on avance. Il y a ce dialogue permanent entre l'immédiateté et le temps long. Et les médias sont liés tous entre eux et le livre circule aussi par l'intermédiaire des réseaux sociaux, on peut en faire sa promotion, ça se répond. Enfin, il y a une discussion sur le livre qui est possible grâce au réseau avec les lecteurs. Donc tout ça, ça ne s'oppose pas en fait, c'est très complémentaire. Et la dernière chose que je voulais aussi ajouter avec l'histoire du livre, c'est que c'est aussi un moyen de réancrer ou d'ancrer la cuisine plus fortement dans le domaine du culturel. Parce que le livre, ça reste avant tout un objet culturel. La cuisine, c'est une pratique culturelle. Et le lien entre les deux, de faire un livre de sa pratique, ça inscrit vraiment la pratique professionnelle dans l'univers du culturel avec un bel objet, bien travaillé, bien produit, etc. Et ça reste un objet d'engagement éducationnel envers toute une génération. C'est-à-dire que c'est aussi un engagement. Faut le comprendre, écrire des bouquins en tant que chef, c'est pas avec ça qu'on remplit le frigo, clairement. C'est plus ou un acte d'image ou un besoin de contrer 90% des bouquins qui sortent aujourd'hui via les maisons d'édition, qui sont là pour faire de la thune, et qui sont des bouquins sur 100 recettes à base de Nutella. Aujourd'hui, écrire des bouquins à notre niveau, c'est aussi contrer ça. Ouais, donc le tien, post-cuisine, le dernier, c'est le dernier, c'est ça? J'ai l'impression que c'est un objet qui est assez unique en son genre. Il y a quelque chose d'assez... un côté quand même très technique. Il y a beaucoup de technique dedans. Il y a une partie où tu l'inscris dans son époque parce qu'il est sorti au moment des confinements. Et donc, il y a aussi ce côté d'inscrire un moment et de dater cette période-là qui a été particulière pour tous les restaurateurs. Cette partie-là, elle m'a été inspirée d'un documentaire qui s'appelle Icar sur Netflix, qui parle au début de cyclisme et à la fin de dopage dans le cyclisme, bref, via l'actualité. C'est clairement ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire qu'on a eu du bol ou pas, mais on s'est retrouvés à écrire ce bouquin et 6 mois après, effectivement, tout le monde a été confiné et je trouvais ça important en fait de donner un point de vue très daté de ce que la restauration était en train de vivre et de l'impact que ça allait avoir sur le futur. Alessandra, je te voyais hocher la tête quand on parlait des recettes et du fait que ce soit aussi une manière de déjà les compiler, tous ces morceaux de recettes. C'est-à-dire que moi, je me retrouve exactement comme un Fleury. Je n'ai jamais écrit mes recettes. Je pensais à un truc, je mets ça et ça, c'est super bon. Vous avez vu la cuisine, comment on fait, super. Et au final, on se retrouve sans aucune recette. C'était assez galère d'ailleurs de les retrouver, de les refaire, de peser les choses. Hein, Lorraine? Et au final, j'ai découvert que c'était pareil pour tout le monde. Un jour, j'étais avec Romain Meder et je lui ai demandé une recette. Il a dit, attends, je vais chercher mon livre. Donc, il a pris son livre. Il m'a dit, fais la photo, c'est là la recette. Je lui ai dit, t'es pas sérieux. Voilà, donc c'est aussi cette manière donc, c'est à tous les niveaux, je pense qu'on a ce petit souci. Ouais. Guillaume, ton autre métier, c'est d'être directeur artistique. Tu fais dans la DA. Finalement, l'image, l'art, c'est quelque chose l'art visuel sous toutes ses formes, c'est quelque chose qui te poursuit et qui te colle un peu à la peau. Ouais, absolument. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que je suis tombé dans ce métier complètement par hasard il y a presque 20 ans. Il y a 10 ans, j'ai complètement switché en devenant cuisinier alors que j'étais pâtissier. Et pendant le confinement, je me suis rendu compte qu'à mettre tous les œufs dans le même panier, en fait, toute la restauration était perdue, et moi y compris. Le problème, c'est que je suis hyper actif, et que du coup, au bout de 24 heures, je me suis fait chier face à moi-même. Donc il a fallu que je m'occupe. Et pendant ces occupations, j'ai fait 1000 trucs, dont essayer de comprendre ce qui faisait ma particularité. Et ma particularité, en fait, c'est d'être un chouille plus complexe que juste cuisinier, comme plein d'autres chefs d'ailleurs. Et j'ai juste voulu capitaliser sur cette différence. Et ma différence à moi, c'est effectivement d'avoir été entouré de photographes, réalisateurs, graphistes pendant toute ma vie. Et du coup, en fait, d'avoir presque plus baigné là-dedans que dans la cuisine. Donc, pendant le confinement, effectivement, on a créé l'agence Solide.
qui s'est vu Solide. qui s'est vu vite accompagné d'une boîte de production qui s'appelle Liquid. Et voilà, on fait tout un tas de trucs, dont de l'accompagnement de chef, beaucoup de DA, beaucoup de tournage. Et ça te permet aussi de ne pas te sentir peut-être enfermé par un objet restaurant qui peut être limitant? Tous mes projets annexes sont des soupapes de décompression. Il y a un moment donné où quand on a des projets qui sont aussi lourds que Nezo, soit tu vas chez le psy derrière, soit tu fais du sport, soit tu trouves des projets annexes qui te font du bien. Moi, ce qui fait que j'arrive encore à être excité par un projet qui a 6 ans, ce qui est assez fou en 2023 quand même de rester planté au même endroit avec la même équipe et le même projet. Ce qui fait que j'y arrive, c'est justement en fait toutes ces soupapes de décompression. Donc tous les autres restos à côté, toutes les autres boîtes, les autres projets, les bouquins, lui aussi. Et voilà. Qui t'ancre dans le présent aussi, j'imagine. Exactement. Alessandra, c'est pareil pour toi, ces histoires de soupapes de décompression. Je sais que tu es aussi quelqu'un qui vit à 1000 à l'heure, qui a plein de projets en parallèle. Est-ce que tu arrives à... Comment tu jongles entre tout ça? Comment tu fais l'équilibriste dont on parlait dans l'introduction? Eh ben, c'est la passion. Déjà, j'aime profondément ce que je fais. Tous les jours, je suis heureuse en arrivant au restaurant, en revoyant mes équipes, dont certaines personnes sont avec moi depuis toujours, depuis le tout début, le premier restaurant en 2012. Et je suis moi aussi hyper active. J'ai découvert ça pendant le confinement aussi, où tout est arrêté. Et il fallait que je trouve des choses à faire, sinon j'allais devenir folle. Donc beaucoup de sport, mais ce n'était pas suffisant. Donc j'ai trouvé un boulot, je me suis retrouvée DG d'une entreprise de compléments alimentaires. Et puis au final, j'ai voulu être naturopathe, donc je me suis inscrite à un cours. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais je suis passionnée de la vie, j'ai envie de tout savoir, de tout apprendre. J'ai l'impression que je suis en retard par rapport à tout le monde, donc je passe mon temps à essayer d'apprendre de nouvelles choses parce que j'ai l'impression que je suis tombée. Et voilà, j'ai envie d'apprendre, de savoir plus, d'aller plus loin, de comprendre. Et tout ça dans une hyperactivité, et comme si ma vie allait se terminer demain. Donc j'ai besoin de faire des choses tout le temps, sinon j'ai l'impression de m'ennuyer, quoi. Retirer tout le jus que cette vie peut te donner, quoi. Oui. Camille, tu voulais rebondir? Déjà, j'ai une question après pour toi, mais si tu veux rebondir, n'hésite pas. Oui, alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, vous montrez tous les deux que vous n'êtes pas juste des cuisiniers, vous êtes des personnalités plurielles, riches, etc. Et pour revenir à cette question de l'image, c'est très intéressant puisque c'est aussi ce qui nourrit toute la communication des chefs, c'est ce qu'ils font autre, ce qu'ils font ailleurs. Et souvent, ils ont des centres d'intérêt très variés et leur communication mobilise justement ces différents. Ça peut être l'art, ça peut être le sport. Je pense à un chef comme Christophe Haribert qui se présente comme le chef alpin, qui va beaucoup communiquer sur sa pratique de ski, de montagne, d'alpinisme. Et on voit bien qu'en fait, privé, professionnel, ça ne peut pas être séparé et vous êtes obligé de tout mélanger. Et ça se retrouve aussi dans la communication qui est nourrie par la vie privée des chefs qui mettent en avant toute cette activité qui vient inspirer leur pratique professionnelle aussi. L'inspiration, elle ne vient pas que de la cuisine. Et pourquoi on se passionne autant par l'univers des chefs? Pourquoi ils sont là à venir parler tout le temps? Pourquoi ils ont autant la voix au chapitre, selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette passion? Il y a plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est que tout le monde mange et tout le monde, c'est un acte du quotidien et se nourrir. Alors après, c'est pas se nourrir de gastronomie, mais c'est quelque chose qui parle à tout le monde. L'autre raison, c'est que de plus en plus aujourd'hui, c'est un sujet très politique. La cuisine, enfin voilà, on mange pas n'importe quoi. Toutes les questions d'écologie, d'éco-responsabilité sont des questions qui touchent à la sphère publique en général et qui se limitent pas du tout à la cuisine. Donc il y a plein de sujets dont on parle en cuisine qui traversent la société et qui sont des sujets qui nous concernent tous. Et puis ce qui est aussi intéressant, et ça c'est peut-être plus compliqué à gérer pour les chefs, c'est qu'il y a toujours cet écart et cette tension entre avoir une image, une aura, on est quand même dans l'exception, l'élitisme, pour les tables étoilées, enfin même beaucoup de tables de chefs, c'est quand même pas accessible au plus grand nombre, et cette culture populaire, ramener le chef, alors par les médias, la télévision, dans des émissions grand public, et il y a toujours cette espèce d'écartement qui est compliqué à gérer, et qui fait qu'un chef doit à la fois se distinguer et être une personne hors du commun, et en même temps rester accessible. Et je pense que la médiatisation leur permet d'être accessible, de créer du lien avec les gens qui viennent manger chez eux, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a plein de personnes qui connaissent les chefs, qui achètent des livres de chefs et qui ne viennent pas s'asseoir à leur table.
Et c'est pas pour ça que l'univers du chef ne va pas les intéresser, que l'histoire d'un chef va pas les intéresser. C'est aussi des histoires. Comment on s'adresse à ces personnes qui n'ont pas la possibilité de venir manger dans vos restaurants? Est-ce qu'on essaye de s'adresser à eux quand même, ou est-ce qu'on se dit on s'adresse aux personnes qui peuvent venir? Comment on les embarque? Je me suis jamais posé cette question. D'ailleurs, la question de la notoriété, j'ai jamais cherché non plus. J'ai ouvert un petit restaurant dans rue Clisson, dans le 13e. J'avais même pas d'argent pour faire les cartes de visite. J'ai pas embauché au début parce que vraiment, ça m'est tombé dessus. J'ai jamais pensé que j'ai une personnalité mieux que d'autres. C'est des questions je ne me suis jamais posées. Et en fait, les gens ont parlé, les journalistes sont venus, mais moi, j'ai jamais rien fait pour. J'ai une RP depuis 2021. Avant, j'avais personne. À chaque fois que j'ai recevais une demande, la plupart du temps, je les laissais traîner parce que je n'avais pas le temps de répondre. Quelqu'un qui gère tes relations presse, c'est ça? Donc, depuis 2021, quelqu'un gère mes relations presse parce que c'était trop dur d'avoir des coups de fil tout le temps, des mails, des gens qui cherchaient vraiment et je n'avais pas le temps. Donc, j'avais presque mal au cœur pour ces personnes qui font un métier qui venaient me chercher. Déjà, j'étais honorée de ça, mais je n'arrivais pas à répondre, à envoyer des photos en temps et en heure et tout ça. C'est un métier à part entière. Guillaume, toi, tu fais le choix de ne pas avoir de RP, je crois. Pourquoi ce choix? Innocemment. Pourquoi ce choix? Très bonne question. Pour plein de raisons. J'ai arrêté de bosser avec des RP il y a 4 ans. Parce que j'en avais marre de ce jeu en fait, j'en avais marre de tricher, j'en avais marre de lire des articles qui disaient que on arrivait à trouver genre 12 nouveaux génies dans la gastronomie française tous les 4 matins. J'en avais marre de lire des articles sur des mecs parlant de moi, sur des mecs qui étaient même pas venus manger chez moi. J'en avais marre de ce jeu du copie-colle en fait des attachés presse. Chacun y trouve son intérêt. Moi j'ai décidé en fait d'arrêter de tricher. Et du coup d'arrêter cette presse-là en fait. Et depuis 4 ans, ce que j'explique assez clairement, c'est tu veux une interview, tu veux qu'on parle de ma cuisine, tu veux qu'on parle du projet, aucun problème. Réserve chez Nezo, viens manger, paye et on en parle. Ouais, il y a cette question aussi des passe-droits des journalistes qui pourraient avoir... Enfin, en fait, tu traites les journalistes comme n'importe quel client. Ce qui est fou, c'est que ça a été... C'est marrant parce qu'il y a eu 2 écoles. Il y a l'école qui s'est dit genre, qu'est-ce qui balance encore cet enculé que je comprends très bien parce que c'était principalement des gens en fait qui sont... Tu veux dire les journalistes qui disaient ça de toi? Ouais. Et je comprends vraiment cette position. Et tant mieux parce que c'était eux que je visais. Et t'as l'autre école qui a dit genre, tu peux pas te mettre tout le monde dans le même panier, il y a plein de journalistes qui font les choses correctement. Alors oui, effectivement, quand j'en ai parlé à l'époque, j'ai manqué un petit peu de nuance. Et j'ai juste pas mis en fait dans le message, ok, oui, et parfois il y en a aussi qui font des choses bien. Mais franchement, s'il y en a 15 en France qui font les choses correctement pour parler de bouffe, c'est le max. Tu fais référence à un message que tu avais posté sur tes réseaux il y a quelques années? Ouais, qui est le début en fait de ma guerre face à cette connerie justement qui est la communication autour des chefs, qui est un énorme bullshit. Tu vois, c'est à celui qui sera capable de payer le plus cher sa RP pour avoir un maximum d'articles dans le L, dans le Gala, enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus de tromper les restaurateurs sur leur gestion de carrière et la qualité de leurs produits, ils trompent en fait le client qui va se pointer donc chez le nouveau Mozart de la gastronomie et qui se retrouve avec un houmous, tu vois. Non mais c'est chiant pour tout le monde. Moi ça me fait chier. Symphonie du pois chiche, non ça marche pas. J'adore le houmous mais tu vois, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Alessandra, comment tu réagis à ce que tu entends? Comment tu te positionnes? En fait, son discours, c'est pas blanc ou noir. D'ailleurs, il y a toujours une nuance au milieu. Évidemment que tu as raison dans une certaine partie. Mais moi, mon chemin vers l'ERP, c'est complètement différent. Toi, tu as arrêté il y a 4 ans. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans. Ouais, on parle de 10 ans d'expérience avec Voilà. Vous. Toi, tu as 10 ans d'expérience. Moi, j'en ai 2. Et j'ai 15 ans d'expérience dans le métier où j'ai appris à faire sans. Donc maintenant, j'ai choisi ce que j'ai envie de faire. Jamais j'accepterai un article mensongère sur moi parce que j'aurais honte vis-à-vis des clients qui viennent manger. J'ai ce besoin de transparence. Et avec ma RP, on bosse avec transparence également. Voilà, j'ai 7 personnes qui demandent ça. T'en penses quoi? Est-ce que tu veux? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est un raccord?
avec ce que tu veux montrer de toi, avec ce que tu es. Oui ou non? Donc voilà, il y a plein de choses que je refuse parce que je dis mais ça n'a rien à voir, c'est pas moi. Des je suis sollicitations désolée, presque que tu refuses, tu veux dire, des interviews, des choses que tu oui, mets à distance. Je refuse des interviews, des podcasts, des choses qui n'ont rien à voir. Je ne fais pas juste pour faire et être dans la presse. Moi, j'ai honte, en fait, du client qui vient après et qui me dit « Ah, j'ai vu ça dans tel média. » Ah ben non, en fait, moi, je ne veux pas ça. Hein. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai vécu pendant les 14 premières années de ma carrière sans RP et j'avais quand même des articles dans la presse qui sortaient. Parfois, je n'étais même pas au courant, la plupart du temps. Où il racontait des choses qui n'étaient pas forcément vraies, mais qui ça m'allait quand même. Ben, du coup, voilà. Camille, tu voulais rebondir? Oui, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément, Guillaume parle de tromper avec les RP, etc. Il y a des gens qui font le chemin inverse, alors c'est récent aussi, hein, mais je pense qu'il faut aussi parler, par exemple, des chefs qui vont chercher des agents qui peuvent être des agents littéraires. Je pense à Ariane Geffard en ce moment qui s'occupe de la com de certains chefs. Et justement, ces chefs expliquent qu'ils viennent la voir pour pas se perdre. Et justement, pour pas se retrouver dans une profusion de tout un tas de choses. C'est pas le même métier. Non, c'est pas le même métier. Non, là, on est vraiment sur agent. Et je voulais faire ce lien avec la littérature, puisque finalement, c'est pas des questions qui se limitent aux chefs, c'est des questions qu'on peut retrouver pour les écrivains. Et c'est Jean-Marc Robert qui disait qu'avec les réseaux, enfin les écrivains se sont retrouvés perdus et on leur demandait d'être désirables. Mais quand on écrit des livres, on n'a pas besoin ou envie d'être désirable. On fait juste son métier d'écrivain, c'est pas la question. Et en fait, les auteurs étaient obligés d'intégrer tout ce truc médiatique autour d'eux, ce cirque médiatique, on peut dire dans certains cas, effectivement. Et le métier d'écrire, c'est pas le métier d'aller forcément parler sur les plateaux, communiquer sur les réseaux sociaux, enfin ça n'a rien à voir. Donc certains font appel à des professionnels pour revenir à l'essentiel et ne plus avoir à gérer tout cet à côté qui peut quand même être important parce qu'on ne peut pas trop faire ça. Chronophage. Et on en parlait ce matin aussi, que ça peut être une forme de garde-fou pour des chefs qui ont des difficultés à dire non à certains partenariats qui ne sont pas très bonnes pour leur image. Exactement. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des demandes de partenariat très bien payées, mais pour la big industrie agroalimentaire, des choses que je n'achète pas, que je ne crois pas, je ne peux pas associer mon image à ça. Tu vois, et moi, j'ai toujours un peu de mal à dire non. Donc, j'ai quelqu'un qui répond, qui dit non, Alessandra n'est pas disponible. Voilà, ça m'arrange quand même, tu vois. Et sur plein d'autres sujets. Après, Guillaume, il en a souffert. Il en a souffert. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui me défonçait. Moi, j'ai souffert de rien du tout. Si. Hein. C'est des articles méchants. Non, mais attends, mais ça, il faut vraiment prendre en considération que si je commence à m'arrêter sur chacun des articles de débiles mentaux. Mais ça fait mal quand même, non? Mais non, j'en ai clairement rien à foutre. Oh, c'est des J'en ai rien à secouer. Non, mais attends, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la com des chefs est clairement associée à la communication d'un certain journaliste. De certains journalistes. C'est-à-dire qu'il y en a quand même certains qui se font toute leur com sur comment déglinguer des chefs. C'est leur business plan, d'accord? Donc il y a un moment donné où si tu commences à tout lire et prendre tout à cœur, mais t'as pas fini. Moi j'en ai juste rien à secouer. Et ouais, moi je lis rien. Non, je lis pas, mais je pense que je souffrirais. Ouais. Sincèrement, je souffrirais. Ouais, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient avec l'exposition, c'est forcément être exposé aussi aux éloges comme aux critiques. Et donc se mettre à distance aussi de ça, non, mais des deux. Attention, il y a critique et critique. Après, il y a critique et critique. Il y a critique et acte de guerre. Il y a critique et il y a acte de guerre. Acte de guerre. Non, mais vraiment. Là, pour le coup, on a tous les deux un article qu'on a en tête, qui est écrit sur moi, pour lequel tu m'as écrit en disant genre « Oh waouh, c'est quoi cette violence ?» Et on fait un métier qui est très très dur. Avec cette chaleur en cuisine, il fait 50 degrés, on est derrière les fourneaux, l'ombril sur le fourneau, à envoyer des couverts, à chanter les bons. Quand tu découvres le lendemain un article en disant que tu as de la merde, franchement, tu as envie de te tirer une balle dans la tête. Mais c'est pour ça qu'il faut se baquer. Et en fait, la gestion d'image pour les chefs, c'est exactement ça. C'est à quel point tu es capable de déconnecter le toit intérieur de tout ça, tu vois. C'est-à-dire que ta cuisine doit être extrêmement personnelle, parler de ton équipe, parler de ton expérience, parler d'un projet et venir du fond de tes tripes. En revanche, tout le reste doit être complètement déconnecté. Tu appuies sur off en fait. Est-ce qu'il y a eu un moment quand même où l'un ou l'autre vous avez eu envie de tout envoyer valser
par rapport à cette surmédiatisation, par rapport à tout le temps le fait d'être... Tous les matins. Tous les matins, tu as envie d'envoyer tout, elle sait. Non, moi, ça ne m'est pas encore vraiment arrivé. J'ai eu quelques commentaires de clients assez bizarres. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était chez moi tellement c'était énorme. Genre, quelqu'un qui dit que je suis raciste et que j'aime pas les étrangers parce qu'il n'y avait pas de place pour lui au resto. Enfin, je veux dire, moi, je suis noire, femme, étrangère, tout ce que tu veux, tu vois. Et là, t'es dans l'incompréhension, en fait. Mais j'ai pas eu envie d'en voir tout valser parce que j'ai pas vécu des épisodes de violence et de virulence envers ma personne. Le jour où ça arrive, peut-être. Tout le monde est d'accord avec toi, Alessandra. Non, c'est pas ici. Camille, de quel œil tu vois ça, d'un œil extérieur? Moi, je trouve ça intéressant d'avoir aussi un œil de quelqu'un qui étudie ces questions-là de l'extérieur. Est-ce que jusqu'à quand ça, et jusqu'où ça peut aller, cette bulle? Alors jusqu'où, je ne vais pas faire de prospective parce qu'on ne peut jamais savoir, mais ce qui se dessine, c'est qu'effectivement, les chefs ont besoin de se protéger, de revenir à l'essentiel qui est leur métier, de communiquer sur des sujets qui est vraiment lié à leur cuisine. Et ce qui est compliqué, c'est de gérer cette surmédiatisation qui est voulue et provoquée par tous les réseaux et le nombre de médias et la multitude de prises de parole. Et les émissions aussi. Les émissions, mais les émissions, c'est quand même plus construit, c'est des cadres séparés, c'est plus facile de, comme il disait, appuyer sur off, en fait. Quand l'émission est finie, elle est finie. Ce qui est compliqué avec les réseaux, c'est que c'est tout le temps, ça s'arrête jamais. Et ça, c'est très, très compliqué à gérer, c'est pas leur métier. Et en même temps, c'est nécessaire. Donc, je pense que là, c'est tout trouver un équilibre. Et cet équilibre n'est pas facile. Il faut aussi avoir en tête que c'est très chronophage et c'est pour ça aussi beaucoup font appel à des community managers. Si on veut être visible, il faut publier régulièrement. Si on veut publier régulièrement, il faut avoir des choses à dire, des choses à montrer. Pour intéresser son audience, il faut avoir des contenus et c'est compliqué de monter une vidéo quand on est en train de faire la cuisine, vous n'avez pas le temps. Moi, je sais pas faire tu ça. Tu t'écris toi-même, tu es dans ta cuisine, il fait 50 degrés, tu as des gens à servir, tu n'es pas là à faire des petites photos. Donc ça, c'est compliqué parce qu'il y a une espèce d'injonction de se renouveler permanente, de produire quelque chose. Et il faut réussir à s'en détacher tout en ayant besoin. Et je pense que la professionnalisation qui revient, le fait que les chefs se détachent et s'appellent à une sphère extérieure, c'est pour se protéger eux et revenir à leur métier en fait. Mais c'est pas simple parce que souvent ceux qui font ça d'une manière trop accentuée, on les accuse d'avoir une communication impersonnelle. Quand c'est plus vous perdez en sincérité. Et je crois que la question de la sincérité, de l'authenticité, tu la posais. Est-ce qu'on est authentique? Moi, ça me fait un peu penser à la décoration intérieure. Est-ce que son appart qui a été refait par un architecte d'intérieur, ça nous représente? Pas forcément. Est-ce que ça, comme sur les réseaux sociaux, fait par quelqu'un qu'on paye, est-ce que ça vous représente? Plus nécessairement non plus. Mais après, on a aussi le droit de ne pas vouloir mettre ses enfants, ses vacances. C'est un équilibre vraiment à trouver avec le temps dont on dispose, les moyens, et c'est compliqué. Ouais, parce qu'on exige des chefs d'être à la fois des cuisiniers déjà, et puis des managers, tout ce que ça importe d'un point de vue administratif. Et des chefs d'entreprise. Et des chefs d'entreprise. Ouais. Donc des gars qui créent de l'emploi, qui créent du business, qui payent des producteurs, tu vois. Il y a toute une économie autour de ça qui est à prendre en compte et qui fait aujourd'hui partie de notre travail aussi. Ouais, et qui est quand même relativement plus important et assez essentiel par rapport à la gestion de l'image peut-être. Mais clairement, c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la vie d'un chef s'arrête très peu. Tu as ta vie au restaurant, tu as ta vie sur les projets annexes. Quand tu rentres chez toi, tu as de l'administration, des coups de fil, des machins. En fait, ça ne s'arrête jamais. Et donc, c'est une vraie prise de risque aujourd'hui de faire ce métier et c'est un vrai engagement. Et c'est en ça que je trouve que toute cette profession mérite un certain respect de la part de ceux qui en parlent. Je vais vous passer Exactement. la parole. Vous avez l'opportunité de faire un commentaire, une question à nos invités. Qui veut se lancer sur la première question? Toujours un peu difficile. J'en ai d'autres au pire, mais bon, je compte sur vous. Ouais, super. Bonjour. Moi, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Vous, Alexandra, vous avez 3 restaurants. Vous faites 1000 choses par ailleurs. Est-ce qu'un restaurant où le chef n'est pas en permanence dans son restaurant, c'est 100% la même qualité que quand il est tout le temps dans son restaurant?
Vous êtes déjà allé déjeuner chez Yannick Aleno? Chez Yannick Aleno, vous y êtes déjà allé? Bon, ben c'est super. Et c'est ces équipes qui font à manger. Et je trouve que la force de ces chefs-là, c'est de réussir à transmettre un message, un ADN, une envie, former les équipes, les voir grandir avec nous, pour que derrière, en fait, le message soit aussi qualitatif, voire mieux que quand le chef est là. C'est le principe de base de Alain Ducasse, que tout le monde connaît. Franchement, si vous êtes capable de me citer genre un restaurant d'Alain Ducasse qui n'est pas au niveau, vous êtes super. Moi, j'en connais pas. Moi, je trouve que chacune des propositions de ces mecs-là sont au niveau à chaque fois. Et ça dépend juste en fait du panier moyen. Donc, on peut dire que Champeau, c'est une offre différente de ce que fait Alain Ducasse parfois. Mais pour le rapport qualité-prix, bah, c'est super. C'est super. Et c'est ce mec-là qui est derrière. Et à chaque fois, c'est bon. Donc, je trouve qu'on est plus sur un job de directeur artistique, mais le chef est quoi qu'il arrive un directeur artistique. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est Alain Ducasse est un peu un parrain pour moi. Il y a quelques années, il est venu manger chez moi, il est venu seul. Et je lui dis alors, Alain, tu es seul? Il dit non, non, tu vas manger avec moi. Et j'étais là, mais non, enfin, je vais cuisiner, je ne peux pas ne pas être en cuisine. Tu es là, j'étais en sueur quand il m'a dit ça. Je voulais être derrière les fourneaux pour être sûr que tout allait être parfait pour lui. Il a pris ma main, il a dit, Alessandra, ils n'ont pas besoin de toi. Il faut que tu sortes de ta cuisine. Viens manger avec moi. Donc je me suis mise à table avec lui. Et je peux vous dire que j'avais du mal parce que j'étais tellement inquiète. Et au final, c'était la plus belle leçon d'apprentissage qu'il m'a donnée. Parce que j'ai compris qu'effectivement, mes cuisiniers, je les ai formés depuis plusieurs années. C'est les mêmes personnes qui travaillent avec moi depuis très longtemps, qui pensent comme moi. On n'a parfois pas besoin de se parler pour se comprendre. Je leur demande de prendre un ingrédient, ils savent ce que je veux faire avec. Ils savent combien de possibilités je peux faire avec. Donc, au final, j'ai confiance en mes équipes. Et je sais que quand je ne suis pas là, c'est parfait, c'est exactement comme je veux que ce soit. Et ils ont leur part de liberté également, tout en sachant la limite de liberté qu'ils peuvent en avoir. Donc, moi, je suis très souvent chez Nosso, très, très souvent. Peut-être je ne suis pas là 2 services par semaine. Et je sais que c'est parfait. Je n'ai aucune inquiétude à me faire. C'est donc une leçon de confiance aussi envers son équipe, avec laquelle vous avez... l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous avez des collaborateurs avec qui vous suivent et qui sont là depuis longtemps. En fait, je pense que c'est même pire que ça. C'est pour réussir à augmenter la qualité de son restaurant, il faut réussir à prendre un certain recul en fait, sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que moi, pendant des années, effectivement, je me suis tapé genre la mise en place, tous les services, pendant longtemps. Depuis quelques années, il y a tellement de choses qui se passent autour de Nezo et tellement d'ouverture qu'effectivement, il a fallu que je fasse confiance à une personne, puis 2, puis 3, puis 4. Le truc le plus intéressant que je puisse faire aujourd'hui chez Nezo, c'est goûter les plats et goûter le menu dans son intégralité. Un chef qui a la tête dans le guidon H24 peut pas en fait genre sortir sa mise en place et dire à son équipe ok là en fait vous m'envoyez le menu comme vous l'enverrez à un client. Et du coup il peut pas capter en fait les nuances, les erreurs qu'on fait parce qu'on les voit pas. Donc réussir à prendre de la hauteur et dire à son équipe ok là on fait comme d'habitude mais en fait ce comme d'habitude ça fonctionne pas parce que moi de dehors je viens de me rendre compte que ça c'est surassaisonné parce que le plat qui arrive derrière les moins. C'est tout un équilibre à trouver en fait. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. Après, attention, il y a quand même un équilibre à trouver. Hein. Il faut être là un minimum. Hein. Tous ceux qui sont en vacances toute l'année et qui postent des photos les pieds dans le sable, ça marche pas. J'entends pas, je suis à moitié sourd, pardon. La question, c'est est-ce que c'est vous qui créez tous vos plats? Avec mon équipe, toujours, tout le temps. Mais en fait, il faut leur donner la parole. C'est-à-dire que maintenant que l'ADN de Nezo, donc de mon restaurant, est en place, qu'on sait exactement ce que c'est, en fait, mon bras droit, mon chef exé, est presque plus conscient que moi de ce qu'il faut faire chez Nezo. Donc bien sûr qu'il est force de proposition, bien sûr que derrière ces propositions, on construit ensemble, on gère les cuissons, on gère les assaisonnements ensemble, jusqu'au produit final. Mais moi aujourd'hui, j'ai, je sais pas, une centaine de personnes qui travaillent avec moi sur les projets au quotidien. Je peux pas être partout, alors que les gens qui sont genre sur place H24 le peuvent. Donc autant leur faire confiance genre à fond.
Oui, ce qui est intéressant, je me permets juste de rajouter ça, c'est qu'effectivement, les chefs, c'est un travail d'équipe et les personnes ont souvent tendance à oublier que c'est un équipage, pour reprendre les mots d'Olivier Rollinger. Et c'est aussi ce qui ressort beaucoup des livres de chefs, c'est qu'ils vont mettre beaucoup en avant leurs équipes, leurs producteurs. Un chef, il n'est pas tout seul, il doit être entouré. Souvent, ça peut aussi être un couple, des gens dans l'ombre dont on ne parle pas, mais qui aident sans qui ce ne serait pas possible. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Bonjour. J'avais entendu dans un podcast que vous avez dit qu'il y avait environ 16 000 restaurants à Paris. Qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de quitter leur carrière pour se diriger vers les métiers de la restauration, de ce qu'il y a autour. Moi, j'en fais partie. Et en fait, je me demande, c'est pas vraiment une question, mais pour vous, ça va être quoi la cuisine à Paris? C'est très centré sur Paris, désolé. Ça va être quoi l'avenir de la gastronomie si tout le monde veut s'y mettre? Quand on voit que dans le 11e, il y a une cave à vin qui ouvre tous les 2 jours, c'est vrai que c'est assez déroutant. En fait, ça grouille de partout. Alors, si ça peut vous rassurer, effectivement, il y en a une qui ouvre tous les 2 jours, mais il y en a 3 qui il y en a 3 qui ferment toutes les semaines. Ouais. Donc l'avantage, c'est que ça laisse de la place. Ça sera quoi la cuisine de demain à Paris? En fait, ça dépend de tellement de choses. La cuisine aujourd'hui et la restauration, est le miroir parfait de la société, au présent. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce qui est servi dans tous les restaurants est un message du présent. Si c'est pas le cas, c'est que c'est voué à mourir. Le vrai problème du présent, c'est que c'est tellement la demeure que je peux pas te dire ce que ça sera de demain en fait. Aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est que les gens ont de moins en moins de sous pour payer des menus dégustation à 300 balles, raison pour laquelle je le passe à la carte, parce que j'en ai marre de voir des cinquantenaires pétés d'oseille qui peuvent venir chez Nezo et pas les autres. Donc j'ai envie d'ouvrir à tout le monde en fait, j'ai envie que l'offre de Nezo soit accessible à tout le monde. Et je pense que l'offre de demain sera peut-être ça, tu vois, ce sera essayer d'avoir un panier qui soit hyper large. C'est-à-dire que le mec puisse venir juste prendre un plat à 30 balles et se barrer, ou se taper toute la carte à 500 balles. Je pense que prévoir un truc comme ça, c'est pas complètement con. Merci. Est-ce qu'on a une autre question, une observation? Ouais, j'arrive. Ou alors vous pouvez faire passer le micro. Parlez bien dans le micro, collé. Alors, Guillaume, j'ai une question pour toi. Bonjour. Donc, du coup, bonjour. Du coup, tu as renoncé en fait, à utiliser les RP. Et donc, du coup, j'aurais voulu savoir un peu c'est quoi ton état d'esprit vis-à-vis de ton image. Est-ce que tu as envie de te médiatiser un peu plus ou alors te recentrer vraiment plus sur ton cœur de métier et moins sur la médiatisation? Alors, je pense vraiment qu'en fait, médiatisation versus carrière et place dans un restaurant, ça n'a pas vraiment de... Enfin, il n'y a pas de bataille, tu vois, c'est pas à confronter. Je connais plein de chefs qui sont hyper médiatiques et qui sont H24 en cuisine. L'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, j'ai juste décidé de me séparer d'un média, tu vois, qui est la presse. Ça n'a jamais rempli mes restaurants de toute façon, c'était plus pour l'ego qu'autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, typiquement, si j'étais un chouille plus jeune, tu vois, je reviens à 24 ans, mon premier restaurant, ouverture. Est-ce que je prends une RP? Non. Est-ce que je me concentre sur TikTok, Snapchat, Instagram? Pleine balle, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en termes de contenu, ça peut te coûter 0. Tu peux communiquer sur ton restaurant, te créer une communauté versus clientèle versus chiffre d'affaires. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est cette capacité que le monde d'aujourd'hui, qui est imparfait, tu vois, c'est une certitude, mais t'offre comme possibilité de communication. Et c'est la raison pour laquelle je me suis foutu sur TikTok, c'est parce que j'avais aussi envie de passer des messages différents à une certaine génération qui est présente sur cette plateforme-là. C'est exactement la même chose qu'écrire un bouquin, tu vois. Sauf que là, tout le monde peut le voir tous les jours sur son portable, sans forcément s'intéresser à fond à la gastronomie. On a le temps pour une dernière question, si quelqu'un a envie de se lancer. Sinon, je vais ouvrir une boîte de Pandore peut-être, mais tant pis. L'image, c'est aussi... qu'est-ce qu'on fait de son image? C'est aussi avec qui on travaille, avec qui on collabore. Voilà, grosse boîte de Pandore. À l'heure de l'urgence climatique, comment on fait pour choisir les gens avec qui on travaille?
À qui on dit non? Est-ce qu'on dit non? Est-ce que quand les contrats sont tellement juteux qu'on n'arrive pas à dire non, on le fait quand même parce qu'on est dans un équilibre économique compliqué? Il est où le curseur? Tu veux te lancer avant moi parce que moi ça va être long. Hein. J'ai lancé une bombe. Waouh. Il faut réfléchir, il faut dire oui à des projets où on peut faire quelque chose pour l'écologie, évidemment. Moi, je dis non toujours à des choses auxquelles j'y crois pas. Je ne vais pas citer des noms, mais Tu peux. Non. Il y a des choses, je dis non, forcément. Même si les contrats sont très juteux, j'ai honte. Tu es au courant, on en a parlé, je ne peux pas. Et puis, Ta ligne rouge, c'est quand tu ne te sens pas du tout aligné avec les valeurs que porte le partenaire qui te propose un. C'est ça, j'ai une ligne rouge. Quand je ne me sens pas alignée avec le partenaire, j'y vais pas. J'ai de la chance d'être bien accompagnée par une agence d'RP qui me sauve, qui me guide. Moi, j'ai passé beaucoup de temps que dans la cuisine, où je ne connais pas grand-chose ailleurs, en fait, que mes producteurs, ma cuisine et mes clients. Donc, tout ce monde de la restauration, je connais beaucoup moins, peut-être, que toi, qui a été très médiatisé assez rapidement. Donc moi je suis un peu naïve, donc c'était important pour moi cet accompagnement avec Émilie. L'agence Neroli, Émilie qui était là ce matin pour... Oui, et pour moi le plus important du fait d'être cuisinier aujourd'hui, c'est le partage. Donc j'ai fait beaucoup de projets sociaux avec les prisons pour les femmes, avec le réfectorio et avec plein d'autres petites choses comme ça, qui me permettent de partager un peu ce que j'ai. Voilà, je donne une journée par mois à une association où je cuisine, enfin bref, un tas de choses. Et pour moi, voilà, ça compense en fait. Guillaume, ta ligne rouge à toi, est-ce qu'elle est toujours la même? Est-ce qu'elle ma ligne rouge est toujours la même depuis le départ. Tu vois, depuis que j'ai commencé ce métier, enfin même pas parce que j'ai commencé ce métier, je pensais gagner 2000 balles par mois, tu vois, et ça m'allait très bien en fait. Parce que je commençais par passion. Tout s'est emballé derrière. Vigo, ouais, c'est presque fini, Vigo, bientôt l'heure de la glace. Est-ce qu'il y a de la thune en jeu? Oui. Est-ce qu'il y a de la thune qui circule dans le milieu des chefs? Clairement. Est-ce que les marques utilisent l'image des chefs? Oui. Parce que pour vendre un produit au consommateur, ils ont besoin d'ambassadeurs. Quoi de mieux qu'un chef pour ça? Moi, ma limite, c'est à quel point ce que je fais peut avoir un impact sur tout le multiverse Guillaume Sanchez, tu vois. Quand je choisis, il y a 4 ans, de signer avec Uber Eats, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, avec Uber Eats, c'était... Digo, 2 petites secondes. Pour une fois que papa dit des trucs pas trop cons. Dans mon business plan, un 30% pris par Uber Eats, ça passait pas, ça servait à rien, ma boîte allait perdre de la thune en étant dessus pendant le confinement, d'accord? Parce que j'avais lancé une offre pendant le confinement et signé un contrat avec Uber Eats. Avec une marge que prend Uber Eats de 30%, c'est ça? Exactement. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en les appelant, en leur parlant du projet, en fait, ils allaient baisser les marges, ce qui me paraît plutôt sain. Ce qu'ils ont fait sur ce projet-là, en contrepartie, effectivement, il fallait que je communique sur leur marque et que je sois un petit peu la figure de leur truc pendant 1 an. Parce que ça leur permet d'avoir quelque chose de cool, quoi. Tu vois, Ça leur permet d'avoir quelque chose de cool. Moi, ça me permet d'avoir filé 300 000 balles à mes pêcheurs pendant le confinement, alors qu'ils étaient à l'arrêt total. Tu vois? Il y a un moment donné, me faire chier pour ça, c'est exactement comme faire chier LVMH quand ils filent de la thune, tu vois, à des assos. C'est exactement la même chose. On a un problème avec l'oseille en France, sauf que quand cette oseille est utilisée à bon escient, je vois pas où est le souci. Ok, je me suis pas maqué avec Uber Eats, je me suis pas tatoué Uber Eats. Non, juste pendant 1 an, j'ai été leur image, ce qui m'a permis de sauver genre une partie de la filière avec qui je bosse. That's it. Tu vois? Et j'avais fait exactement la même chose avec Kellogg's il y a 10 ans, quand j'avais besoin de sous pour ouvrir mon 2e restaurant. Effectivement, c'est pas la marque la plus clean du monde, ça je vous l'accorde. Et le deal qu'on a eu pour bosser ensemble, parce que je leur ai pas dit oui comme ça, c'est ok, mais par contre, vous passez au mono-emballage, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Kellogg's est passé au mono-emballage derrière. That's it. Donc pour toi, c'est une manière soit d'équilibrer... Mais non, mais en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Arrêtons en fait juste de voir de la thune, des marques, des gens qui la représentent, et de se dire genre,
oh waouh, ça va juste financer ses vacances à Bali. Non, j'étais pas parti en vacances depuis 4 ans. Tu vois, ça finance juste mes projets, ça paye mon équipe, mes fournisseurs. Fin de l'histoire. Bien. Un mot de conclusion, Camille, est-ce que tu as un dernier... Bah voilà, ouais, c'est une question d'équilibre, je comprends. C'est vrai que c'est des métiers compliqués, qu'il y a des enjeux financiers énormes, qu'au moment du Covid, ça a été délicat de gérer. C'est faire des choix, et les choix, bah, ils semblent faits de manière très intelligente. Et effectivement, voilà, c'est pas pactiser avec le diable la vie, c'est être dans l'équilibre de ce qu'on peut faire sans trop plomber son image. Après, c'est des chefs qui ont aussi des discours très forts par ailleurs, qui ont un discours qui se positionne sur plein d'autres sujets et ça dépend d'où on parle en fait, c'est toujours la même chose. Pour certains, faire des accords avec Uber Eats, ça va être pas possible. Pour d'autres qui expliquent leur démarche et on comprend bien que c'est un mal pour un bien, c'est tout à fait envisageable effectivement. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir un espace pour expliquer ses choix et en tout cas, c'est aussi ce qu'on a envie de faire ici. Ce qui est important surtout, c'est d'être hyper à l'aise et hyper droit dans ses bottes, tu vois, et faire ce qui nous semble bon à un moment donné. Ça peut être un besoin personnel pour payer les études de ses gosses. En fait, ça peut être 1000 raisons, tu vois. Et ça, on les connaît jamais. On se permet juste d'ouvrir sa gueule sur Twitter en disant genre « Oh wow, what the fuck », tu vois. Et c'est tout. Alors qu'il y a genre 1000 nuances derrière à essayer de comprendre. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de prendre la parole, qu'il y ait des espaces d'expliquer. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails de pourquoi et de sa vie privée, effectivement, mais expliquer sa démarche, les livres, c'est aussi des endroits où, justement, vous pouvez, en tant que chef, vous positionner. Et ça, c'est hyper important parce que les gens comprennent quand on leur explique. Si on dit rien et que ça reste complètement obscur, c'est plus compliqué. Voilà, merci en tout cas à tous les trois d'avoir été ici et d'avoir été si nombreuses à nous suivre